Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue et de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute l'ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. La récréation. Bonjour à tous. Bienvenue à la récréation sur Go Station Canada, le chemin de l'information. Merci d'être encore des nôtres. À la deuxième partie de notre émission, nous accueillons M. Pierre-Martin Jobert. Un plaisir de vous accueillir, M. Pierre-Martin Jobert. C'est réciproque, merci. Bien différent du domaine d'expertise de M. Pierre-Martin Jobert, mais un sujet assez important qui fait jaser depuis quelques jours ici au Québec. Le sujet tire son origine d'un mot, un mot que certains évitent de prononcer, un mot qui commence par la lettre N. Monsieur Jobert, Pierre-Martin Jobert, tout ça tire son origine, comme je le disais, à une déclaration faite dans une salle d'université par une professeure. Maintenant, dans les couloirs de l'université, dans les rues, comme dans l'Assemblée nationale, on en parle. Monsieur Jobert porte plusieurs chapeaux. Il est chroniqueur à la radio, il est formateur. C'est quelqu'un qui émet des opinions très positives et appréciées, parfois dépréciées aussi. Ça dépend de l'opinion des autres. Mais il a son mot à dire sur ce sujet qui est assez épineux et, comme je vous l'ai dit, qui fait bien des débats. Monsieur Jobert, d'où vient cette expression qui dérange? Je dirais que c'est une déformation verbale d'un mot très simple qui est millénaire, qui vient de l'espagnol. L'espagnol noir se dit nègre. Et quand il y a eu à ce moment-là les passages et le besoin d'avoir de la main-d'œuvre à bas prix, et notamment des esclaves, c'était aussi en Amérique du Sud pour pouvoir travailler dans les champs, pour pouvoir travailler, parce qu'ils avaient essayé de faire travailler les autochtones, et puis les autochtones mouraient facilement par rapport à la tâche, par rapport à l'ampleur de la tâche et par rapport aussi à toutes les maladies. Donc ils ont commencé à faire venir des gens qu'ils considéraient plus malléables, plus faciles et surtout plus costauds. Donc los negros, et quand ils sont arrivés vers ce qui est à l'heure actuelle le Texas et tout, qui faisait partie encore de l'Empire espagnol à ce niveau-là, les Anglais étaient là, de negros, c'est passé à nigger, c'est passé à nègre. Juste à titre informatif, je vous dirais que ce que M. Jobert vient de parler a rapport à la traite des Noirs venus d'Afrique, arrachés d'Afrique pour emmener en Amérique du Sud et en Amérique centrale. C'est à partir d'une décision de Las Casas, un prêtre, qui avait donné ce conseil aux conquistadors, aux conquérants espagnols. Maintenant, le mot dérange certains, mais les avis sont partagés. Maintenant, à l'université, comme je l'ai dit, et même à l'Assemblée nationale, ça fait débat. C'est quoi votre opinion sur le sujet? Tout dépend comment on va le dire. C'est l'intention et l'intonation qui va être utilisée. Est-ce que lorsqu'on parle d'histoire et qu'on va se replonger à cette époque-là, il faut comprendre que c'est des termes qui étaient utilisés. Donc, si on prend certains livres, certaines œuvres, certains textes de loi, on ne peut pas en faire abstraction. Ça fait partie du texte. Maintenant, dire, faire le truc, voilà, on parlait des nègres à ce moment-là, c'est quand même différent que toi, le nègre, dégage. La chose, le mot est le même, mais l'intention et l'intonation qui est mise sont complètement différentes. L'une, pour moi, fait partie d'un enseignement, l'autre est condamnable. Quand on considère dans notre langage, le langage de tous les jours, le mot noir, le mot nègre est souvent utilisé. Mais vous venez de dire que l'intention et l'intonation peuvent changer, peuvent alterner complètement, je dirais, la signification ou l'intention. Maintenant, dans une salle de classe à l'université où il y a débat, est-ce que le mot est censuré ou il peut être utilisé? Est-ce que c'est une étude sur un texte, une étude sur une situation, ou est-ce que c'est une altercation entre élèves ou une altercation entre profs et les élèves? Est-ce que c'est la base d'une
Est-ce qu'il va être utilisé lors d'une discussion constructive pour le sujet enseigné? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être là comme qualificatif pour désigner notre élève, un truc comme ça? Si c'est dans le domaine de l'enseignement et pour l'étude d'un texte et l'étude qui est en train d'être faite, si à l'époque c'était ça et qui se servent d'une base écrite par rapport à ça et qui décrivent cette base parce que un des élèves ou la prof lit le texte, mon Dieu, c'est le texte, c'est la personne qui l'a écrite, c'est pas le prof, il fait juste que relater ça. De notre côté, c'est toi le mec, tu penses que ça ou que ça. Non, et puis il faut pas oublier une chose, c'est que dans certains quartiers, entre personnes de même quartier et personnes, je vais dire, d'une même couleur de peau, je dois préciser là-dessus que pour moi, la couleur de peau a autant de valeur que la couleur des cheveux ou la couleur des yeux. Hein, au moins, on est tranquille. Il y a un qui est hey, négro ou bro ou machin. Il y en a souvent, on entend ça. Donc, entre les personnes, ça se dit. Et est-ce que à ce moment-là, le fait que ce soit une personne qui ne soit pas forcément du même quartier ou des trucs, est-ce que ça va être mal pris? Tout dépend comment c'est. Je sais que personnellement, moi, je ne vais pas concevoir d'appeler la personne par sa couleur, la couleur de sa peau, ou par la couleur de ses cheveux, ou le truc. C'est bon, c'est une façon de voir. Mais pour moi, c'est l'être humain qui est important et c'est pas l'emballage dans lequel il vit. Well, au micro d'une station sœur, on a écouté la professeure présenter des excuses et se dit très inquiète car elle a été même menacée de mort. Elle reçoit plein de menaces à travers les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il y a nécessité de partir en guerre quand une professeure qui a utilisé le mot nègre, moi j'ose le prononcer, le mot nègre, là où il y a eu débat, est-ce que ça fait sens? Les réseaux sociaux sont à l'heure actuelle quelque chose de, je vais dire, c'est le paradis et l'enfer en même temps. Pourquoi? Parce que le paradis, on peut apprendre énormément de choses, et l'enfer, ça laisse libre cours à tout et n'importe quoi, et à n'importe qui. On le voit par rapport à ça, mais on le voit aussi par rapport à ce qui s'est passé en France, où le prof s'est carrément fait décapiter parce qu'il a voulu éviter de froisser certaines convictions. Il a demandé à certains élèves si ils n'étaient pas à l'aise avec certaines choses, s'ils voulaient sortir. Donc il leur a proposé, il n'a pas dit sortez, il leur a proposé là-dessus. Et par rapport à ça, ben, ça a conduit à une espèce de crétin de faire une vidéo là-dessus disant il faut absolument le condamner, il faut absolument. Et un autre abruti aussi a carrément lui coupé la tête. Ben, ce qui s'est passé à Ottawa, ça a été juste après cet événement-là. Et ce qui est pire là-dedans pour moi, c'est que la direction de l'université a immédiatement condamné la prof sans lui demander comment ça s'était passé. Pourquoi c'était arrivé à ça? Tu l'as dit, t'es condamné. On lui a même dit, il faut même pas que tu prononces le mot avec qui? Pour indien. Pourtant, la loi sur les Indiens, c'est une loi qui fait partie du fédéral. Avant, c'était même pire, c'était la loi sur les sauvages. Ils ont fait un progrès, ils ont mis ça à la loi sur les Indiens. Mais on voit que dans l'élément du fédéral, il y a toujours cette espèce de je ne vais pas dire de ségrégation, mais on met d'un côté ce qui est le bon, le bien, etc., et puis de l'autre, tous ceux qu'on ne veut pas voir. Au Québec, je ne ressens pas du tout la même chose. Ce qu'on peut voir du côté canadien, on ne le sent pas vraiment au niveau du Québec. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout, qu'il n'y a pas des imbéciles qui vont faire une séparation ou une différence là-dessus. Il y en a partout, malheureusement. Il y a où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein, comme on dit. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on vit ici des choses qu'on pourrait vivre en Espagne, en Allemagne, dans certains États ou au Sud ou... Non, je ne le vois pas.
Malheureusement, il existe des stéréotypes et les gens sont classés par catégorie en raison de leur ethnicité, de leur couleur, de leur langue. Mais il y a encore certaines personnes, certaines communautés, si je peux dire ainsi, qui cherchent à se positionner par rapport à tel autre. Est-ce que les personnes qui revendiquent, ou du moins qui partent en guerre contre ceux qui utilisent le mot nègre, est-ce que leur lutte, est-ce qu'ils apportent de l'eau au moulin de leur lutte ou est-ce qu'ils font marche arrière ou ils dérangent? Excellente question. Je dirais qu'à ce niveau-là, à partir du moment, et pas uniquement pour ça, mais à partir du moment où il y a une catégorie de personnes ou une personne qui va se placer dans le sens de victime, est-ce qu'elle a obligatoirement vu toutes les possibilités qui sont devant elle? Est-ce qu'elle ne se met pas elle-même en retrait? Est-ce qu'elle ne va pas, dès qu'elle voit quelqu'un qui est différent, la repousser en disant « tu me repousses ». Exemple qui m'est arrivé. Donc, je voyais une jeune fille dont je connais très très bien la mère qui avait son masque avec le Black Lives Matter. Et au bout d'un moment de discussion pour savoir ce qu'elle avait, qu'est-ce qui l'a motivée là-dessus, elle me dit « de toute façon, je n'ai pas à vous enseigner, vous n'avez qu'à le savoir. Vous êtes blanc, vous êtes forcément raciste. » Est-ce que là, il n'y a pas déjà ce qu'elle condamne envers elle, est-ce qu'elle ne met pas en pratique envers les autres? C'est un procès d'intention. Voilà. Donc à ce niveau-là, si on fait un procès d'intention systématiquement, oui, on va avoir ce genre de réaction. On va avoir un retour. Il ne faut pas oublier que la vie est un miroir. Ce qu'on projette là-dessus, on va le retrouver, on va se le retrouver en pleine figure. Donc dans ce cas-là, les gens qui repoussent forcément les autres vont se retrouver avec un retour très important là-dessus. À vous entendre, j'ai l'impression que certaines personnes qui se trouvent victimes évitent les vrais problèmes et s'attaquent à de faux problèmes. Est-ce qu'elles ont fait une introspection elles-mêmes, savoir qu'est-ce qu'il y a qui est coincé? Est-ce qu'elles sont... est-ce que c'est vraiment quelque chose qui les touche en profondeur? Et à ce moment-là, pourquoi ça les touche? Parfois, il faut aller voir l'origine de la racine pour pouvoir couper cette mauvaise racine. Ou est-ce qu'elles se font embrigader, entre guillemets, par les uns ou les autres qui ont des intérêts autres, mais ça fait bien d'avoir de la masse? C'est peut-être des questions à se poser. Je ne prétends pas que vous possédez la solution, Moi non plus. ni comment je peux dire ça, la connaissance extrême qui permet d'avoir la solution au problème, mais selon vous, comment devrait-on se positionner par rapport à ce fait, à ce phénomène qu'on est en train de vivre là, toute cette guerre, toute cette montée contre une personne qui a prononcé un mot? Est-ce que ça ne va pas déclencher sur une lutte interraciale? Ça va déclencher même plus que sur simplement une lutte interraciale, c'est que tout simplement on va en arriver à avoir des guerres intestines même entre les uns et les autres. J'entendais l'autre fois lors d'une manifestation quelqu'un s'adressait à un policier qui était d'origine haïtienne ou quoi que ce soit. T'es un traître parce que t'es dans la police. On va où? On va où? Je veux dire, on en arrive dans des délires pas possibles là-dessus. C'est pour ça que je dis dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une manipulation de certains groupuscules pour pouvoir monter et excuser un certain nombre de violences, de choses comme ça, pour faire une forme de déstabilisation vis-à-vis de l'idéal québécois qui est quand même le vivre ensemble? Quand on considère que le Québec, la ville de Montréal, Laval en particulier, c'est des villes multiethniques où on parle plus de 80 langues, mais qu'on fait face à des problèmes comme le profilage racial. On parle de problèmes avec, entre guillemets, les Premières Nations. Maintenant, on parle de problèmes avec un mot, le mot nègre. Est-ce que nous ne sommes pas assis sur une poudrière et à n'importe quel moment ça peut exploser?
Est-ce qu'on l'entend tous les jours, le mot nègre, dans la rue, s'adresser aux gens? Ou est-ce que ça a été une caméra qui a focalisé sur à un moment donné, à une expression, à un échange entre deux personnes qui étaient parties, qui est monté en intensité? Est-ce que nous faisons face à un faux problème alors? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que de l'autre côté, au niveau de l'éducation nationale, il n'y a pas quelque chose à faire pour véritablement comprendre que, bon, ben, quelle que soit l'origine de la personne, ici maintenant on vit au Québec. Le Québec, ça a certaines valeurs d'égalité des sexes, d'égalité des chances, d'égalité de beaucoup de choses. Et que tout le monde, si tout le monde le respecte, et notamment au niveau de la laïcité, ben on va se retrouver tous à travailler ensemble et à ne pas avoir de différence. Et pourquoi on aurait à ce moment-là plus de soucis avec quelqu'un qui a une peau d'une couleur plutôt que quelqu'un qui a les cheveux d'une autre couleur? On a connu ça quand moi j'étais gamin avec les roux. Attention, les roux ça sent mauvais, les roux c'est ci, les roux c'est là. J'ai eu des copines qui étaient rousses, j'ai adoré ça. Donc je veux dire, j'ai pas eu de... Et puis j'ai des copains qui sont rouges. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du cœur des personnes et ce qu'elles ont accepté de mettre à l'intérieur de leur tête. Parce qu'on peut accepter une croyance, on peut accepter un discours politique, on peut faire sien ce discours politique ou cette croyance-là. Donc à ce moment-là, c'est peut-être, est-ce que ce discours vient conforter le fait de jouer la victime? Et là, je renvoie à ce moment-là au triangle de Karpman, avec le persécuteur, la victime et le sauveur. Et lorsqu'on commence à jouer à ça, on est forcément, au bout d'un moment, on passe par les trois éléments. Et si on commence dans ce triangle-là, on n'en a pas fini. Parce qu'on va toujours commencer à faire rouler ça. Alors que si on dit non, la personne qui est en face de moi, je l'écoute, je ferme les yeux à la rigueur, j'écoute ce qu'elle me dit, je regarde ce qu'elle fait, et là je vais voir si, oui ou non, je suis d'accord avec elle. Mais je vais pouvoir critiquer son idée, critiquer ses gestes, mais je ne peux pas critiquer qui elle est. Je ne sais pas le parcours qu'elle a eu, je ne sais pas pourquoi elle a réagi comme ça. Mais forcément, derrière une réaction, derrière un discours, on va avoir un historique. Il y a des racines à ça. Si on ne comprend pas les racines, ou si on n'essaye pas d'aller un petit peu plus loin que simplement ça, parfois un discours agressif, c'est aussi un appel à l'aide. Donc, avant d'être noir ou nègre, avant d'être blanc, jaune, arabe, haïtien, québécois, on est humain. On est une âme et on est un être humain. Okay. Ma question c'est, maintenant si on évite, si on censure le mot nègre dans les débats à l'université, je ne parle pas dans la rue, dans la société, on reste à l'université, est-ce qu'on va censurer aussi des mots comme blanc-bec, autochtone, nazi, redneck? Moi, je simplement aller au café, demander un petit noir. Est-ce que ça va être autorisé pour avoir un café, un expresso? Donc, toute la différence reste dans l'intonation et dans l'intention. Exactement. Puis franchement, à mon truc, ça fait très longtemps que je n'ai plus entendu ce mot-là, le mot nègre ou quoi que ce soit dans la rue. Même en France, ils sont passés à queubla. Ils font le verlan, c'est des queublas. Black, voilà. Donc, je veux dire, c'est même plus, et ça fait 19 ans que j'ai quitté la France là-dessus, ça n'a même plus le sens, tous ces éléments. Je veux dire qu'on en arrive là à faire que, et c'est ça le problème principal à l'heure actuelle, c'est que les hiérarchies au niveau des écoles, au niveau des universités, ne soutiennent plus les profs. On les met dans une classe, débrouillez-vous avec ce que vous allez faire, mais par contre, on vous demande d'enseigner les choses, d'aller en profondeur, mais s'il y a quoi que ce soit, ben nous on va vous attendre avec une batte de baseball à la sortie, avec la guillotine, et on vous mettra le feu aussi. Comment les enseignants peuvent faire leur job, peuvent enseigner de façon
correct et sécuritaire. C'est compliqué. Il faut obligatoirement que les recteurs, que les dirigeants d'universités et d'écoles soutiennent leurs profs. On peut soutenir le prof, mais on peut très bien mettre des limites sur le fait si un prof commence à être virulent vis-à-vis d'un élève parce qu'il y a ça ou il y a ça et qu'il y a des mots comme ça, parce que le prof est énervé, etc., qui sortent, ça c'est condamnable. Maintenant, dire le livre s'appelle Les 10 petits nègres, ou même il y a des livres qui ont été écrits par la Ferrière, Dany Laferrière, Annie Laferrière, qui portent le mot nègre aussi dans leur titre ou dans le texte. Est-ce que on va condamner aussi Dany Laferrière pour l'avoir utilisé? Donc, si je considère le titre de ce livre, Comment faire l'amour à un nègre, donc sans se fatiguer, est-ce que le mot nègre est accepté dans le titre parce Que qu'il c'est fait... de l'humour, simplement? Non, est-ce qu'il est accepté parce qu'il fait l'éloge d'un nègre dans un lit, en raison de sa virilité, ou est-ce qu'il est condamné par d'autres? C'est quoi l'affaire, hein? Une fois que le livre est écrit, l'œuvre appartient à son lecteur. Donc maintenant, est-ce que l'auteur a mis ça par sarcasme, par humour, pour aller chercher, pour aller titiller l'intérêt du lecteur? C'est aussi une chose. C'est venir parfois choquer, et on le voit très bien dans les publicités, dans les choses comme ça. Les publicitaires sont extrêmement puissants à ce niveau-là, connaissent vraiment ça, et les auteurs à succès aussi connaissent ce genre de choses pour les titres. C'est arriver à titiller en venant choquer les gens. Donc c'est vrai que l'aura qu'on peut donner à quelqu'un qui est africain ou qui est haïtien ou quoi que ce soit, d'être particulièrement viril au niveau des débats intimes, ben, vient aussi ça entretient ça aussi. Ça vient. Après, le livre va faire son ouvrage, va faire son œuvre de corriger ça ou de mettre ça en avant. Mais c'est aussi susciter l'intérêt. J'ai une question assez compliquée. Si on censure l'utilisation du mot nègre à l'université, est-ce que, selon vous, on devrait le censurer aussi dans le livre de Dany Laferrière? Là, on a fait le tour de la question, mais maintenant, on va directement. Est-ce que le mot nègre aurait dû être censuré? Du moment où il y a une censure, il y a une erreur, il y a un échec. La censure est le symbole même de l'échec absolu des gens qui veulent légiférer et des gouvernements là-dessus, qui ont échoué dans leur démarche d'unir une nation autour d'elle-même. Toute censure est un échec. Le Québec étant une mosaïque de cultures et de couleurs, c'est quoi votre mot pour clore le sujet? Rien n'est plus beau qu'un arc-en-ciel. Merci. Bienvenue. Vous suivez Group Station Canada, le chemin de l'information.